Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et l'invité d'Europe Matin, Mathieu Bock-Côté, nous a rejoint dans la conversation. Bonjour Mathieu. Bonjour. Jean-Michel Blanquer, question d'actualité également dans un autre registre. Le projet de loi sur la vigilance sanitaire adopté jeudi dernier lève le secret médical à l'école afin de permettre aux chefs d'établissement de connaître le statut vaccinal des élèves. Cela suscite beaucoup de réactions parmi les enseignants qui s'inquiètent notamment du manque de garantie sur le risque de poursuite pénale. L'autorité parentale étant en effet contournée par cette mesure. Pouvez-vous rappeler, monsieur le ministre, d'abord l'objectif de cette mesure et est-ce qu'il s'agit, comme le disent certains, d'un marchepied vers un futur pass sanitaire pour accéder à l'école ? Non, pour votre dernière question, c'est clairement non. Depuis le début, j'ai affirmé très clairement qu'il n'y aurait pas de passe sanitaire à l'école. Ce qui est d'ailleurs un des signaux du fait que l'école est un lieu particulier, le lieu qui par définition est le lieu ouvert. Bien entendu, on ne saurait exclure un élève pour cette raison. En revanche, la règle qu'on a édictée cet été, vous vous en souvenez, c'était le fait qu'on réussirait à ne quasiment pas fermer de classe dans le second degré, ou très peu en tout cas, parce que ne rentreraient chez eux que ceux qui ne sont pas vaccinés, ou plus exactement ne rentreraient chez eux que ceux qui sont cas contact et qui ne sont pas vaccinés. Ce qui suppose de connaître leur statut vaccinal. Je rappelle que c'est cette mesure qui a eu sans doute un impact sur le fait qu'on a beaucoup d'enfants vaccinés aujourd'hui de 12 à 17 ans, et c'est une chance. La France est un des pays qui l'est le plus, et on doit considérer que c'est vraiment une très bonne chose. Deuxièmement, c'est aussi grâce à cela que depuis début septembre, très peu de classes ont été fermées en collège et en lycée, et de moins en moins d'ailleurs à l'école primaire. Mais s'agissant du vaccin, c'est pour ça. Donc, simplement, jusqu'à présent, on a reposé sur le fait que c'était des déclarations sur l'honneur des parents, le vaccin, et donc ça ne nous prémunissait pas contre certains mensonges. Et donc aujourd'hui, il est beaucoup levé ce petit bout de voile du secret médical, parce qu'encore une fois, savoir que quelqu'un est vacciné ou pas n'est pas, c'est ce qu'on fait tous les jours en allant au restaurant, en montrant son passe. C'est pas quelque chose de dramatique du point de vue du secret médical. Mais un chef d'établissement est-il certain aujourd'hui qu'il ne subira pas les foudres des parents, d'abord de colère, mais éventuellement sur un plan juridique? Le plan juridique, c'est précisément pour ça qu'on a besoin d'une loi. À partir du moment où la loi sera votée, par définition, la sécurité juridique est totale. Mathieu Bock-Côté. Alors, Jean-Michel Blanquer, vous avez fait de la lutte contre le wokisme, l'idéologie woke, un élément central de votre engagement récemment, au point de signer avec le ministre de l'Éducation du Québec, je me permets de le noter, une tribune commune pour dire que vous allez faire de ce combat contre ce nouvel obscurantisme un élément au centre de votre politique. Pourquoi présentez-vous le wokisme comme un nouvel obscurantisme ? Parce qu'il l'est. D'accord. Tout simplement. Alors, je ne voudrais pas faire l'alpha et l'oméga des problèmes contemporains. C'est un sujet. Il y en a bien d'autres. On l'a vu dans la première partie. Mais je pense que nos sociétés sont traversées par des forces de fragmentation, et la violence en est une. Et certaines idéologies fragmentent les sociétés, singulièrement les sociétés occidentales, républicaines et démocratiques comme la nôtre. Et il faut savoir regarder ce qui vient saper la démocratie et saper la République. Le wokisme est clairement cela, pour différentes raisons. Parmi celles-là, il y a d'abord cette espèce de rapport à l'histoire qui est totalement délétère, parce que casser les statues, faire le procès de tous les personnages historiques depuis plusieurs siècles en évitant aucun anachronisme est évidemment d'abord une démarche absurde sur le plan historiographique, et en plus très dangereuse sur le plan de ce que ça signifie. Ça veut dire en fait l'abolition du passé. C'est des choses qu'on voit dans George Orwell, c'est des choses qui préparent toujours les marches vers le totalitarisme. On ne s'en rend pas compte parce que on considère que c'est un sujet d'intellectuel et un sujet un peu marginal. Mais en réalité, les choses, notre vie publique, elle est commandée par la vie des idées. Et ces idées-là ont énormément progressé depuis une bonne vingtaine d'années, et on voit qu'elles ont ensuite un impact sur la vie quotidienne. Elles rendent les gens malheureux, tout simplement. Vous savez, quand vous êtes un jeune étudiant dans une université et que vous voyez la liberté d'expression sans arrêt contrecarrée par une espèce de police de la pensée, ça vous rend tout simplement malheureux. Monsieur le ministre, justement, vous connaissez le contenu des programmes enseignés aux enfants. Vous dites que le wokisme, c'est de l'obscurantisme. Le contenu même des programmes scolaires ne formate-t-il pas justement les enfants à cette manière d'appréhender le monde, à cette question de la repentance permanente de la France? Je pense à un détail, par exemple, pioché dans l'enseignement prodigué à mon fils qui est en 3e, sur l'insistance, par exemple, sur l'esclavage aux États-Unis, comme s'il s'agissait d'une page majeure de l'histoire d'un jeune Français. Alors, je ne crois pas. Je pense que d'abord, notre histoire, elle est fondée sur la recherche de ce qui s'est passé
pour de vrai sur le plan historique, ce qui est quand même un point important. Elle n'est pas d'ailleurs faite, ne doit pas être faite de jugement de valeur. Elle est faite pour restituer ce qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité. C'est très important que l'enseignement de l'histoire ait lieu, je le dis au passage, parce que la France est un pays qui a la chance d'avoir un enseignement de l'histoire assez conséquent, alors que beaucoup de pays l'ont parfois même abandonné. C'est un sujet qui me préoccupe à l'échelle internationale et nous agissons, par exemple, mais vous avez aussi des pays européens, je crois que les Pays-Bas, c'est devenu en option, par exemple, vous voyez, nous avons créé avec Alain Lamassoure un observatoire de l'enseignement de l'histoire à l'échelle européenne, au sens large, du Conseil de l'Europe, pour s'assurer que l'enseignement de l'histoire ait bien lieu, parce que c'est ça qui prépare aussi la paix ou pas pour les temps futurs. Mais pour revenir à votre question, nous avons fait depuis 2017 un certain nombre d'évolutions des programmes d'histoire. Tous les programmes d'histoire de lycée ont changé pour être dans un ordre chronologique, pour aborder des thématiques. Il n'y a pas de dimension de repentance dans ces programmes. La dimension chronologique est très importante pour que justement on structure bien l'esprit des élèves. Après que certains manuels puissent entrer dans les logiques que vous avez mentionnées, ça peut être exact, mais c'est certainement pas quelque chose que j'ai encouragé. Une précision, Jean-Michel Blanquer, et Mathieu Bocoté va poursuivre. Quelle est l'échelle des priorités? Certains disent que vous en faites une priorité de ce combat contre le wokisme et certaines idéologies. On va parler dans quelques instants, évidemment, de la lutte contre le décrochage scolaire. Est-ce qu'il y a un combat plus important qu'un autre à vos yeux, ou alors tous se valent pour nos enfants et l'avenir de nos enfants? Non, j'ai un combat qui est plus important que tous les autres, c'est celui des savoirs fondamentaux pour tous nos enfants à l'école primaire. Je le dis depuis le début et je m'y tiens, et c'est l'essentiel de mon énergie est concentré sur cela, et nous avons des premiers résultats en la matière, et de cela découle beaucoup de choses pour notre pays ensuite. Donc c'est cela la priorité. Là, vous m'interrogez sur la question du wokisme. Encore une fois, je n'en fais pas une obsession. Simplement, je prends le sujet au sérieux, bien sûr. Permettez-moi néanmoins de vous relancer sur cette question qui mérite peut-être obsession. Certains vous ont reproché, ou tout le monde ont fait la remarque que la circulaire récente sur les enfants transgenres irait en contradiction avec votre prétention à lutter contre le wokisme. Que répondez-vous à ceux qui posent cette question? C'est tout le contraire. Il faut lire ce texte pour bien voir les choses. D'abord, sur l'exposé des motifs, j'explique bien que la vision, c'est celle de l'égalité des droits entre tous, et pas la course à la victimisation ou à la course aux identités diverses et variées. C'est cette logique-là qui est quand même le point fondamental au départ. Et ensuite, toute la circulaire, elle est faite pour protéger les enfants. Vous savez, tout ce que je fais sur ce sujet comme sur d'autres, c'est toujours que, par exemple, quand on ouvre les écoles, c'est protéger les enfants et rendre les enfants prioritaires même dans notre vision de la société, parce que c'est rendre l'avenir prioritaire. Et c'est ce que donc j'ai fait aussi dans cette circulaire. Cette circulaire réaffirme l'autorité parentale, c'est un point très important, alors que certains secteurs me demandaient justement d'éviter de gommer cette autorité parentale. Et cette circulaire protège contre tout ce qui pourrait être irréversible, c'est-à-dire notamment les opérations chirurgicales, les choses chimiques irréversibles, etc. C'est justement cela que nous voulons éviter. En revanche, quand nous sommes devant le phénomène d'un enfant qui a des enjeux de définition de son identité, ça existe, alors il faut savoir que faire. J'aurais pu rester silencieux, mais justement vis-à-vis des chefs d'établissement, des professeurs, je voulais leur donner une référence. Cette référence est républicaine, au sens où ce qui la motive, c'est l'égalité des droits, le fait qu'un enfant comme dans cette situation ne soit pas harcelé. Ça nous renvoie au premier sujet. Rappelons que parfois l'arrière-plan, c'est par exemple l'homophobie dans le harcèlement, et donc on doit agir, on doit faire des choses, et je serais en contradiction si je disais autre chose que cela, après avoir dit ce que j'ai dit sur le harcèlement, par exemple, tout à l'heure. Évidemment, je sais que ça a un coût, parce que, évidemment, toutes les caricatures arrivent. Je me suis fait critiquer par l'extrême droite comme étant d'extrême gauche, et par l'extrême gauche comme étant d'extrême droite. Ce qui m'arrive en permanence sur plein de sujets. Je me situe dans la ligne républicaine, qui correspond, à mon avis, à 90% de ce que veut des Français. C'est-à-dire, les gens veulent considérer que tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. C'est la base de notre déclaration des droits. Et ils veulent que on cesse la course à la victimisation, la course aux identités en tous ordres, alors que notre première identité, c'était des Français républicains. Et c'est ce que nous apprenons à nos élèves au travers de ce qui se passe. Et l'une des dimensions, c'est qu'on doit en effet protéger tous les enfants, et c'est ce que j'ai fait. Mais c'est un cas d'école, parce que beaucoup de gens en ont parlé sans avoir lu le texte. Il faut lire le texte, et je pense que c'est un texte tout simplement
encore une fois, républicain. Jean-Michel Blanquer, on a parlé de l'école, on a parlé des élèves, parlons aussi des enseignants. Sans eux, pas d'école évidemment. Vous avez publié l'an dernier une enquête, l'enquête Thalys, qui revient régulièrement sur la satisfaction professionnelle et le bien-être des professeurs qui aiment leur métier majoritairement, mais qu'ils vivent mal, il faut le dire, avec le salaire comme motif d'insatisfaction chronique chez 70 à 80% d'entre eux. Ressort de leur réponse à un état de stress très important et un manque de considération, disent-ils, de la société, des médias, des responsables politiques et de l'éducation nationale elle-même. Beaucoup d'enseignants nous ont interpellés ce week-end à l'annonce de votre venue dans le studio d'Europe 1. Qu'est-ce que vous souhaitez leur dire justement sur ce problème de déconsidération qui aujourd'hui est exprimé par une immense majorité d'entre eux? Bien, une société qui va bien est une société qui considère ses professeurs. C'est une société qui met l'école au centre. Ce que d'ailleurs la France a été pendant de nombreuses années, notamment sous la Troisième République. L'école portait toute l'idée de progrès et toutes les idées aussi d'évolution positive pour chacun. Et fort heureusement, ça reste encore largement le cas, mais pas suffisamment. Et donc nous devons restaurer cela. Je m'emploie à cela par différentes manières. Il y a les aspects matériels et les aspects immatériels. Sur le plan matériel, il y a eu des valorisations depuis 2017. Nous sommes le gouvernement qui a le plus augmenté le budget de l'éducation nationale, plus que le précédent quinquennat. Ils sont 22% moins payés que dans la moyenne de l'OCDE, oui, malgré tout. Il y a une pente à en remonter. Milieu de carrière. Je l'ai dit dès mon arrivée. Vous savez, c'est tout un travail que d'abord de réussir à rentrer dans la complexité de ce problème, de convaincre du côté de mes collègues de Bercy qu'il faut le faire, et puis ensuite avancer. C'est ce que nous avons fait. Nous avons enclenché ce mouvement, alors dès le début par certaines mesures particulières, mais surtout depuis l'année dernière, à la faveur du Grenelle de l'éducation. Et nous avons commencé à augmenter substantiellement les plus jeunes, dans une logique qui se veut pluriannuelle et qui fait que sur 7 ans, nous allons arriver à rattraper ce qu'il y a rattrapé, tout en modernisant le système scolaire, parce que le sujet n'est pas seulement celui de la rémunération des professeurs, qui est un sujet important, mais aussi toute une série d'éléments, et notamment de reconnaissance des professeurs. Ça suffira à l'augmentation x3 des démissions en 10 ans? Oui, parce que je pense que nous avons nous prenons le sujet par plusieurs facteurs, y compris le bien-être professionnel des professeurs, l'évolution qu'il y aura sur la manière d'être muté, la manière d'avoir sa carrière, la manière d'être considéré par l'institution, la manière d'avoir un interlocuteur sur votre carrière, la manière aussi dont justement nous défendons les professeurs face parfois à l'agressivité qui existe dans la société, et la manière, regardez les discours que j'ai sur les professeurs de façon générale, ça compte aussi, c'est-à-dire je demande toujours, comme je l'ai fait tout à l'heure, à ce que les parents respectent les professeurs, et évidemment c'est ce que je demande à ma propre institution. Mais est-ce qu'elle vous suit? Est-ce qu'elle vous suit? C'est ça la vraie question, Jean-Michel Blanquer. On entend d'ailleurs tout à l'heure, vous avez, j'allais dire, répondu, et c'est votre droit de répondre à un livre qui a été fait sur Samuel Paty, c'est notre devoir de vous interroger. Est-ce que votre hiérarchie vous suit vraiment? Si j'ai évoqué le cas de Samuel Paty, cela a été un choc immense pour nous tous et tous les Français. Et nous avons envie de savoir véritablement la vérité de ce continuum de lâcheté. Est-ce qu'aujourd'hui vos mots sont suivis de faits sur le terrain? Évidemment. Et évidemment que c'est jamais à 100%. Bien sûr. Mais il y a beaucoup de choses qui ont changé. Par définition, vous êtes en situation de signaler ce qui ne va pas. Mais vous pouvez faire des reportages sur les endroits où ça a changé, les endroits où les signalements ont lieu. Vous avez des reportages importants à faire aussi sur l'évolution du niveau à l'école primaire, parce qu'aujourd'hui, vous avez des écoles dans des territoires défavorisés, urbains ou ruraux, où le niveau a monté par rapport à ce que c'était auparavant, où ça se rapproche des endroits où on a les meilleurs résultats. Tout ceci, c'est des choses qui ne se font pas d'un claquement de doigts. Et de même, la mise en œuvre des dispositifs à travers une maison qui compte 1 million d'adultes professionnels, je ne prétendrai évidemment pas que chacun applique de manière immédiate chacune des consignes. En revanche, ce que j'affirme, c'est que les choses percolent, que ce soit sur le plan pédagogique ou sur le plan éducatif, et sur le plan du climat scolaire, le tout dans une société qui n'est pas facile, une société nerveuse, c'est vrai en France, c'est vrai aussi ailleurs, et où justement l'école doit jouer un rôle presque de compensation par rapport à cette nervosité de la société. Et c'est pourquoi je pense que les médias sont dans leur rôle à souligner tous les travers, mais des travers il y en aura toujours, malheureusement. Il faut juste qu'on réussisse à lutter contre et à les diminuer. En revanche, il faut aussi entraîner dans un cercle vertueux l'ensemble de la société française dans le soutien de son école et dans la complémentarité entre ce qui se passe à l'école et aussi en dehors de l'école, c'est-à-dire dans la famille. Mais c'est aussi pour ça que je suis ministre de la Jeunesse et des Sports en plus de l'Éducation nationale. C'est parce que je travaille aussi sur ce qui se passe dans le temps périscolaire, c'est le plan mercredi, pendant les vacances, c'est les vacances apprenantes. Toutes ces logiques positives que nous devons donner à nos enfants
pour que notre société soit du plus positif harmonieuse. Et du lucide. Oui. Merci Jean-Michel Blanquer. Merci à vous. D'avoir répondu aux questions Merci. d'Europe 1 aujourd'hui. Merci à vous. Merci à Sonia. vous. Merci Mathieu. 8h40.